En direct avec Grégory Clerget et ses musiciens, on accueille notre invité Géry Tardieu. On va s'intéresser à vous, Monsieur Tardieu. C'est très intéressant pour nous de vous accueillir sur notre plateau pour plein de raisons. D'abord, vous êtes haïtien. Oui. Vous êtes un homme politique. Oui. Député de Pétionville de 2016 à 2020. Candidat, on le disait, aux éventuelles élections présidentielles. Quand les conditions sont réunies. Et voilà. Mon Dieu, ça, c'est très politicien. Alors, rappelons qu'il n'y a pas eu d'élection en Haïti depuis 2016. Je le disais en ouverture de deuxième heure, vous avez fondé votre propre parti en avant, en octobre 2020. Vous êtes de passage au Québec pour plusieurs raisons. D'abord, pour rencontrer des parlementaires, mais aussi pour donner une conférence, ça s'est fait hier, devant les étudiants d'origine haïtienne de la Faculté de sciences politiques de l'Université de Montréal. Quel est l'objectif global d'un voyage comme ça pour vous? Je sais que vous êtes allé en France en avril dernier aussi. Pourquoi vous voyagez en ce moment pour rencontrer des gens? Je voyage beaucoup d'abord parce que le parti politique que j'ai fondé il y a de cela 5 ans a fait de la diaspora haïtienne un intérêt particulier. Nous pensons que l'avenir d'Haïti passe par l'intégration effective de la diaspora. Parce que c'est dans la diaspora, y compris au Canada, que nous disposons des compétences, des ressources, un gisier, un réservoir de compétences qui peuvent être mises à contribution pour redresser, refonder l'État haïtien aujourd'hui totalement disparu. C'est très intéressant parce qu'il y a 150 000 personnes d'origine haïtienne au Canada. Je crois que c'est 85 % d'entre eux qui vivent au Québec. Des gens qui ont immigré... notre bassiste. Je n'en doutais pas. Alexandre Paquette racontait qu'ils ont tous immigré entre 1960, début des années 60. Ça s'est passé d'une façon assez furieuse à l'espace de quelques années, Alexandre. Je ne sais pas si on va vous entendre parler, mais c'est ce que vous me disiez hors micro tantôt. On ne peut pas vous entendre, mais c'est ça. Et c'est 4 milliards de dollars qui va en Haïti. Oui. 4 milliards par année, Monsieur Tardieu, qui est donné par les Haïtiens. Je demandais à nos amis du groupe de musique, est-ce que leurs parents envoient encore de l'argent en Haïti? Parce que eux, ils sont nés ici, vous aurez compris. Oui, et tous ont répondu oui. Là. 4 clair. milliards de dollars par année qui vient de la diaspora haïtienne. Vous avez raison de considérer que c'est important. Là. Absolument, parce que 4 milliards de dollars, d'abord, par comparaison, c'est plus que le budget haïtien, qui ne fait pas 3 milliards de dollars. Et la deuxième raison, elle est très, très simple, c'est que Haïti est aujourd'hui passé d'une économie agricole à une économie de services. N'était-ce les transferts de la diaspora qui totalisent 4 milliards de dollars, où on serait aujourd'hui Haïti? Il n'y a pas un Haïtien ou une Haïtienne qui ne reçoit pas d'un parent 50 ou 100 dollars tous les mois. Et c'est ce qui fait vivre Haïti. Et c'est la diaspora qui fait vivre Haïti, qui est aujourd'hui abandonnée, délaissée, qui n'est pas considérée. Donald Trump a révoqué le statut de 500 000 Haïtiens au moins en juin dernier, de sorte que depuis le 2 septembre, ils peuvent être renvoyés s'ils sont arrêtés aux États-Unis. Ça aussi, ça pourrait avoir une incidence, là. Absolument. Et d'ailleurs, c'est un élément de politique étrangère pour le Canada parce que ceux qui sont en danger d'être déportés aux États-Unis, soyez-en assurés qu'ils seront très bientôt au niveau de la frontière canadienne. Donc, c'est un problème important pour le Canada, pour les États-Unis et pour Haïti d'abord. Parce qu'aujourd'hui, dans les conditions de sécurité qui sont celles d'Haïti, dans l'insécurité que nous vivons, vous vous imaginez, dans ce marasme économique, Haïti vit aujourd'hui une crise totale. Elle est sécuritaire, 80% de la capitale est contrôlée par des gangs armés. Elle est économique. Le pays va connaître cette année sa 6e année consécutive de croissance négative. Elle est bien sûr humanitaire parce que le corollaire d'une crise économique, c'est la crise humanitaire. 1,5 million de déplacés. Et 4 millions d'Haïtiens qui ne mangent pas un repas chaud par jour. Et bien entendu, elle est politique. Sur une population d'11 millions. D'11 millions. Et bien entendu, elle est éminemment politique parce que nous sommes dans une transition. Et FTD, ici présent, je dirais Francis, descripteur de démocratie, FTD. Ça vous va vraiment bien. Il va nous en parler, mais écoutez, en Haïti, aujourd'hui, il n'y a plus aucun élu. Pas de président élu, pas de député élu, pas de maire élu, pas de sénateur élu, pas de député élu. C'est un désert constitutionnel. C'est un conseil présidentiel de transition qui a été mis en place le 12 avril 2024. Rappelons qu'il y a eu l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, qui a eu une prise de pouvoir par la suite par un premier ministre, Ariel Henry, qui a quitté. Et depuis, donc, c'est un conseil présidentiel de transition là, qui est constitué de 9 membres, dont 2 observateurs choisis par des partis politiques, la coalition Montana, le secteur privé. On apprend d'ailleurs que le conseil gère des crises internes et que 3 de ses membres sont accusés de corruption par les Nations unies. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de gouverner? Qui pourrait être d'accord avec une gouvernance aussi, je dirais, fragilisée?
Et c'est un échec total. Le Conseil présidentiel de transition avait 18 mois pour restaurer la sécurité, pour réviser la Constitution et pour organiser des élections. À 3 mois de la fin de son mandat, n'oublions pas qu'au 7 février 2026, vous l'avez dit, le Conseil n'a plus sa place. Donc, au fond, il est lieu de constater aujourd'hui qu'il y a échec et qu'il n'y aura pas d'élection à la fin de l'année. Oui. Est-ce que vous seriez pour des élections à l'automne comme c'était prévu? Est-ce que ça pourrait se passer? Est-ce que vous pourriez vous présenter, vous? Très franchement, dans les conditions actuelles, il ne peut y avoir d'élection en Haïti à la fin de l'année. Il faut d'abord qu'il y ait un minimum de sécurité. Est-ce que vous vous imaginez que mon parti politique peut accepter que des candidats aillent se faire massacrer dans des zones de non-droit? La capitale d'Haïti, Port-au-Prince, c'est 55% de l'électorat. Même quand le problème se situe au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, mais c'est quand même là le gros de l'activité économique, c'est le poumon de l'activité sociale et c'est le gros du vote. Donc il faut d'abord qu'on puisse résoudre la question sécuritaire et pour résoudre la question sécuritaire, il faut d'abord résoudre la question politique. Vous le disiez, madame, 9 membres d'un conseil présidentiel. Écoutez, la Constitution, à ce que je sache, il y a un fauteuil présidentiel, pas un canapé présidentiel. Donc, en quelque part, vous pouvez imaginer la lourdeur et dans un pays qui n'a pas de grande tradition démocratique. Donc, il faut tout revoir très, très vite. Et c'est pour ça que je suis actuellement en discussion avancée avec les autres forces politiques notoires pour trouver une formule qui soit plus efficace, qui soit moins lourde et qui nous permette rapidement de restaurer la sécurité et d'aller aux élections. Qu'est-ce qui vous donne espoir, vous? Haïti est le plus beau pays de la Terre. C'est un pays avec un potentiel. Vous êtes d'accord avec ça, vous? Oui. C'est un pays avec un potentiel énorme. Ouais. Sa diaspora, ses ressources naturelles, sa géographie, son peuple, sa vitalité culturelle. En fait, Haïti aussi est un pays d'échantillons. Vous le savez bien au Canada. Michael Jean est d'origine haïtienne. Daniela Ferrière est d'origine haïtienne. Bon, elle est d'origine vietnamienne, mais bon. L'ensemble du groupe ici aussi. L'ensemble du groupe de musiciens. Déjà, sur les noms de famille, je n'avais aucun doute. Hein. Non, c'est... Donc, registre, clergé. Oui, non, ça, c'est évident. L'eau va à la rivière. Là. Notre réalisatrice, son père était d'origine haïtienne, Marie-France Lemaine. Mais c'est pour ça que cette émission est tellement bien réalisée. J'ai compris. Bon, là, je comprends. C'est clair. Oui, la musique est bonne, c'est bien réalisé, ça se passe. Alors, vous êtes né le 13 juillet 1967. Un an avant. Ben oui. Avant toi. Oui, un an avant moi aussi. Vous êtes issu d'une famille qui a fait fortune dans l'immobilier, dans le transport maritime, tout ça est vrai. Votre arrière-grand-père maternel, Philippe Argan, fut ministre de la guerre sous Michel Oreste. Oui. On parle de quelle époque, là? Nous sommes au 19e siècle. Oui, quand même. Hein? Ouais. Votre grand-père paternel, Pierre Tardieu, a été député de Corail-Pestel. Vous grandissez à l'époque des Duvalier. Oui. Qui ont été au pouvoir jusqu'en 86. Là. Oui. Comment ça se passe pour vous, la jeunesse? Mais la jeunesse, c'est l'avenir et la jeunesse, c'est la priorité de notre parti politique. Oui, la vôtre, je veux dire. Comment vous avez grandi dans ce contexte politique? Ma jeunesse. D'accord. Alors, même quand on peut appeler ça une paix des cimetières, mais il faut être sincère et dire que sous le temps des Duvalier, il y avait au moins une stabilité qui permettait que des jeunes comme moi, on pouvait circuler librement, on pouvait vaquer à nos occupations. Les termes kidnapping, insécurité, assassinat étaient très étrangers. Oui, il y avait quand même les tontons Macoutes. Là, c'est pour ça que je parle de la paix des cimetières. Exact. Donc, c'était quand même sous une dictature et c'était quand même un pays qui était sous la férule des Duvalier. Georges Anglade, auquel vous faites référence, c'est notoirement connu pour son combat pour la démocratie et justement contre les Duvalier. Donc, moi, j'ai eu une enfance, je dirais, Haïti m'a tout donné dans le sens que j'ai fait des études chez les Frères de l'Instruction chrétienne. Je suis parti... À Bruxelles. Oui. Ensuite, j'ai fait une maîtrise aux États-Unis à l'université de Harvard et j'ai jamais eu de difficultés académiques parce que j'ai eu une bonne formation en Haïti. Mais vous étiez privilégié. Oui. On peut le dire. Oui. Il faut le dire. Ouais. Une classe privilégiée. Et la responsabilité de celles et ceux qui veulent être au timon des affaires en responsabilité, c'est de s'assurer de donner des égalités de chance à tout le monde. Vous parliez d'égalité tout à l'heure. Moi, j'ai entendu Nicolas Sarkozy dire, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, l'égalité n'existe pas. Mais ce qu'il faut faire, parce qu'il y en a des grands, il y a des petits, il y a ceux qui sont doués en maths, en géographie, en histoire. Par contre, ce qu'il faut, c'est une équité d'opportunités pour tout le monde. Et dans l'éducation, et c'est là que ça commence, il faut s'assurer que tous les Haïtiens,
quel que soit où ils sont, même dans les bourgs et les provinces les plus reculées, peuvent avoir la même éducation. Comment on fait pour avoir ces principes-là? Parce que revenons à votre éducation. Vous avez été aussi PDG de nombreuses entreprises haïtiennes dans le cuir, l'immobilier, l'hôtellerie. En 2012, vous avez inauguré l'Hôtel Royal Oasis. C'est le premier établissement hôtelier 5 étoiles et dont vous avez été le promoteur principal. Permettez-moi de vous poser la question, elle est frontale, mais allons-y. Est-ce que c'est quelqu'un issu de l'élite dont ont besoin les Haïtiens à l'heure actuelle? Moi, je ne me considère pas sorti de l'élite. Moi, je dirais que sur ce projet, c'est très intéressant que vous le citiez. Oui. C'est mon dernier projet dans le privé et c'est un projet que j'ai fait parce qu'il a un actionnariat inédit. C'est un projet qui a comme actionnaires des grands actionnaires, des investisseurs privés et publics, mais aussi des petits actionnaires, des policiers, des infirmières, des professeurs, des cadres d'administration privée et publique. Et c'est ce qu'il faut en Haïti. Il faut casser les tabous. Et trop souvent, il y a trop d'entreprises à structure familiale et il n'y a pas d'entreprises qui offrent des opportunités d'investissement aux cadres, etc. Donc ça, c'est un projet qui, en fait, précédait ma rentrée en politique, mais je lançais déjà un message sur ce qu'il faut faire pour développer Haïti. Bien sûr. Des entreprises à un actionnariat ouvert à tout le monde. Ouais. Vous pourriez faire n'importe quoi. Vous pourriez vivre en Floride, les deux pieds au bord d'une piscine. Non, on le voit bien avec vous. Pourquoi vous voulez faire de la politique, Monsieur Tardieu? Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, je suis le petit-fils de Pierre Tardieu, qui a été député de Cora et Pestel. Donc, c'est dans votre sang. Voilà. J'ai été élevé dans le culte d'Haïti, dans l'idée de le sens du bien public. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'entrer aussi par la voie élective, parce que il y a toute une gratification existentielle à être élu. Moi, j'ai été élu député par un score historique dans la commune de Pétionville en 2015 et ça donne une responsabilité additionnelle aux jeunes. Et on parlait des jeunes, c'est surtout les jeunes en majorité qui m'ont voté. Et après mon élection, je leur ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que vous voulez? Et ils m'ont dit, on aimerait une bibliothèque. Et dans Pétionville, au cœur de la capitale, il n'y a pas de bibliothèque pour les jeunes. C'est ainsi que nous avons construit la bibliothèque Michel Tardieu, qui est aujourd'hui une référence. Ah oui, Michel Tardieu. Oui, et qui est le nom de ma mère. Pourquoi? Parce que c'est ma mère qui m'a inculqué le goût du livre, le goût de la lecture, le goût de l'écriture. Elle est toujours vivante. D'ailleurs, elle nous écoute. On la salue. Comment elle nous écoute? Elle est là. Ah, elle est venue avec vous? Elle est ici. Elle est ici. Et donc, moi, je pense que c'était simplement pour lui dire merci de m'avoir ouvert l'esprit à travers la lecture et l'écriture. Ça prend tout un courage, voire même toute une foi là, pour faire de la politique dans ce pays. On l'a bien... je ne sais pas jusqu'à quel point les gens ont compris, mais ou le savent, il y a un chaos terrible en Haïti à l'heure actuelle. Il y a un danger aussi. Jovenel Moïse a été assassiné, là, à Pétionville d'ailleurs. En Haïti, quand on veut faire de la politique, et surtout si on veut faire de la politique autrement, on doit savoir que sa vie est en danger. Et c'est un système qui est très, très difficile. Et si on veut si on veut secouer le cocotier, il faut être prêt à tout. Donc, c'est vous l'êtes-vous? Ben oui, absolument, parce qu'il faut que les choses changent. Et il faut que certains s'engagent. Parce que pour faire revenir nos amis qui sont là, seulement pour les vacances, ne vous inquiétez pas. Faut-il bien qu'il y ait de la stabilité en Haïti? Pour qu'il y ait de la stabilité, il faut qu'il y ait d'autres dirigeants qui ont une autre vision. Qu'est-ce qui vous permet d'avoir la foi? Bon, comme je vous ai dit, d'abord, le potentiel de mon pays. Deuxièmement, la démographie du pays. Et puis aussi parce qu'Haïti, je l'ai dit aussi, c'est un pays d'échantillons. Et moi, je crois que tout cela, mis ensemble, peut nous permettre de réaliser de très, 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 très grandes choses. Haïti était avec Cuba et Porto Rico, dans les années 40 et 50, la première destination touristique de la région, avec beaucoup de touristes canadiens qui venaient. La première destination touristique des Canadiens à un certain moment. Et donc, tout ça, c'est des potentiels. Un potentiel économique, potentiel commercial, potentiel industriel. Vous parlez d'un État fort et moderne. Oui, sur votre plateforme politique. Qu'est-ce que ça signifie pour le citoyen moyen? Quel est le salaire du citoyen moyen en Haïti, à peu près? Le revenu actuel? Bon, alors, pour vous, 2 ordres de grandeur. Prenons un policier, par exemple. Un policier touche, disons, 15 000 gourdes par mois. Ça fait moins de $100. Vous vous imaginez combien ça peut alimenter la corruption et combien c'est difficile d'avoir une police qui ne soit pas corrompue? Ça, c'est une statistique. Ensuite, dépendant des régions, ça peut varier de 3 ou 4 $ par jour. Haïti est un pays extrêmement pauvre, mais pauvre économiquement, mais extrêmement riche en termes de potentiel de développement. Il suffit que les bonnes personnes soient à la bonne place et adoptent les bonnes politiques publiques pour que nous fassions des pas de géant.
Dites-moi, il y a eu des articles récemment qui ont dit qu'une partie de la population allait travailler en République dominicaine et qu'elle était exploitée, même déjà on parlait de cas d'esclavage. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il y a encore cette possibilité d'aller travailler chez votre voisin, ou est-ce que c'est quelque chose que vous essayeriez de réduire? Est-ce que c'est un réel problème? Est-ce que les médias ont amplifié la chose? Quel est votre point de vue là-dessus? Haïti, la République dominicaine est aujourd'hui, après les États-Unis, la deuxième terre d'accueil de l'immigration haïtienne. Il y a peut-être 1,2 million Haïtiens en République dominicaine. C'est beaucoup. L'immigration haïtienne a beaucoup changé de nature. Au début, il y a de cela 50 ans, c'était les bracéros. C'est à cette époque vraiment qu'on parlait d'exploitation et des Haïtiens. Vraiment, c'était horrible. Aujourd'hui, on est passé à... Comme l'économie dominicaine a évolué, c'est plutôt dans la construction et dans l'hôtellerie. Oui. Donc, les Haïtiens sont très engagés dans l'hôtellerie et dans la construction. Naturellement, bien entendu, dans les conditions de travail varient d'une industrie à une autre. Mais de façon générale, je dirais que les Haïtiens s'organisent et s'intègrent très bien en République dominicaine, sauf qu'ils sont pourchassés souvent par les autorités dominicaines. Oui, pourquoi? Parce que, en République dominicaine, c'est un argument populiste très, très facile, comme c'est le cas un petit peu partout dans le monde. Dès lors qu'il y a une immigration qui est forte, on va trouver des politiciens de service qui vont utiliser cette arme lorsqu'il y a des élections. À chaque fois qu'il y a des élections, on va toujours venir avec cette même rengaine que les Haïtiens sont des envahisseurs. Et il y a une chasse aux Haïtiens, et malheureusement, qui n'est pas faite selon les normes. Géry Tardieu, c'est un plaisir que vous soyez avec nous sur notre plateau ce soir. Merci beaucoup.